messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Le sujet de cette émission m'interpelle et me touche personnellement après avoir vu et vécu et connu une belle expérience onusienne dans ma vie et rencontré une brochette de personnes qui ont réussi de se dépasser pour se réaliser et surtout pour défendre les droits et les libertés dans un monde mouvementé. Notre invité aujourd'hui fait partie intégrante de ce mouvement Lumière et qui milite depuis des décennies pour protéger les droits humains ainsi que la volonté pour assurer la pérennité des générations futures et surtout qui nous fait réfléchir jour après jour que nous sommes tous égaux. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale d'aujourd'hui une personne qui fait partie de ce courant de lumière. Et j'ai nommé la coordonnatrice de la Ligue des droits et des libertés, Madame Laurence Guénette. Madame Guénette, bonjour et bienvenue à Téléhandicap. Bonjour, Monsieur Coury, merci pour l'invitation. Ça fait grand plaisir d'écouter des personnes qui participent parce que la liberté et le droit font partie de ces éléments ou de ces courants de lumière. Donc j'espère que vous allez nous fournir cette lumière que vous avez à donner à une population, surtout une population vulnérable et handicapée à la fois. Votre carte de visite, Madame Guénette, qui est remplie d'engagement à l'échelle nationale et internationale, vous êtes détentrice d'un baccalauréat en relations internationales et droit international aussi, ainsi d'une maîtrise en droit de société. Ça veut dire que vous avez le sens de votre sujet aujourd'hui de nous protéger avec votre naissance en droit. Sans oublier évidemment vos multiples engagements pour protéger la dignité des droits humains. Par contre, serait possible de nous mettre la table pour mieux vous connaître et dans ce chemin parcouru que vous avez parcouru depuis votre jeunesse pour atteindre là où vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui et ce que là où vous êtes rendu avec votre mission. Je vous écoute. Ben, en fait, comme vous avez mentionné, depuis le début de l'âge adulte, en fait, j'ai été travailler ou m'impliquer bénévolement, là, dépendant des circonstances, pour la défense des droits humains. Donc, j'ai été dans différents types de mouvements sociaux, dans différentes organisations de défense des droits humains également, à l'international comme au niveau plus local. Et je suis arrivée à la Ligue des droits et libertés il y a un peu plus de 3 ans comme coordonnatrice. Donc, c'est particulier arrivé à la Ligue, surtout à l'époque où je suis arrivée. On est en train de préparer les célébrations du 60e anniversaire. Donc, la Ligue a maintenant 62 ans et des poussières, mais on était dans ce contexte de préparer un anniversaire quand même important. Quand on regarde les mouvements sociaux, les organismes qui existent au Québec, 60 ans, c'est parmi les plus âgés là, au niveau des Oui, OSBL, d'action communautaire. Donc, je suis arrivée dans ce contexte de découvrir la richesse d'histoire de la Ligue des droits et libertés et aussi la richesse de tous les militants, militantes qui la composent. Parce que moi, je vous parle ici dans l'équipe avec mes collègues de la permanence, on est 5 personnes, mais la Ligue, en fait, qui travaille sur une multitude de dossiers de droits humains, dans les faits, c'est entre 50 et 60 militants et militantes qui mettent la main à la pâte de toutes sortes de façons qui nous soutiennent pour produire des analyses, pour mobiliser, pour sensibiliser la population, faire de l'éducation aux droits humains, mais également faire des activités d'incidence politique. Donc, de faire des pressions sur les différents paliers de gouvernement pour aller vers une meilleure réalisation des droits humains et pour se battre contre tous les reculs en matière de droits humains. Donc, c'est un peu un cheminement. Pour moi, ça a été, sur le plan personnel, ça a été très enrichi par les différents mouvements dans lesquels je me suis impliquée. Puis, comme vous le disiez, par mes études, les études de maîtrise en particulier en droit et société. En fait, c'est un peu de la sociologie du droit.
où je me suis intéressée à quel rapport les mouvements sociaux, en fait, au Québec entretiennent avec l'univers du droit au sens large. Donc, que ce soit les lois, les tribunaux, le droit international, le langage des droits humains, tout ça. Et c'est une relation toujours très ambiguë, très compliquée, parce que dans plusieurs mouvements sociaux, les lois telles qu'elles sont font partie du problème, mais le langage des droits humains fait souvent partie de la solution. Donc, vous en parliez en termes de lumière, là, ça nous Oui, apporte une oui, oui. puissance argumentaire. C'est le cas aussi pour les droits des personnes en situation de handicap, là, d'avoir peut-être cette relation un peu ambivalente par rapport à, ouais, nous, on se mobilise, mais le droit dans tout ça, quel rôle il joue? Donc, ça a été un peu bon, le parcours qui m'a amené à être avec vous aujourd'hui, finalement. D'ailleurs, j'ai lu un petit peu une collaboration avec le Guatemala dans un projet quelconque, et ça m'a fait un souvenir, ça m'a fait un rappel d'avoir invité le prix Nobel de la paix, Adolfo Párez Esquivel de l'Argentine, pour parler d'ailleurs que la paix en Amérique latine, c'est aussi notre affaire. Quand j'étais avec les Nations Unies, on a fait ça à l'Université Laval. C'est pour cela que je veux rentrer dans vos multiples contacts et engagements dont vous trouvez active. J'ai toujours dit, ce n'est pas la bonne chose de ne rien faire et dire et de se laisser aller. Je ne vois pas ça chez vous. Je vois le mouvement que vous pratiquez jour après jour. Vous voulez changer les chances et défendre les droits humains pour protéger les libertés dans une société inclusive et égale pour tout le monde. En ce qui me concerne, je crois premièrement à aucune guerre. Ça, c'est ma façon de penser après avoir connu des dizaines et des dizaines de pays et engagé personnellement dans des luttes pour protéger les personnes vulnérables et qui vivent les conséquences de la guerre. Avez-vous une baguette magique pour assurer la survie de l'article 1 de la Charte des Nations Unies? Sinon, que faut-il faire pour protéger le droit de la personne et assurer la liberté des individus dans cette planète Terre complètement mouvementée? Je vous écoute. C'est une grande question à poser à l'époque actuelle où Ouais. toutes les dérives se conjuguent pour faire Depuis reculer 30 nos ans. droits. Depuis 30 ans, il y a 40, au moins une quarantaine de guerres qui nous secouent partout. Je parle en Mhm. général, moi, là. Moi, Donc, je comprends. Moi, je l'entendais, je vous écoutais, puis je me disais, oui, il y a les guerres en général, puis il y a ce qu'on est en train comment dire, de conceptualiser comme des guerres, des oppositions entre les droits des uns et les droits des autres, ici exact. également. Donc, c'est un discours qu'on entend de plus en plus, je parle vraiment du contexte québécois, de mettre en opposition, par exemple, les droits des personnes logées contre les droits des personnes en situation d'itinérance. Euh, de, 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 de- Il y a beaucoup cette mise en opposition qui me rappelle ce contexte de conflit et de guerre qui est alimenté et dont j'ai pas de baguette magique sinon que de continuer, surtout de se parler davantage pour chercher ensemble comment nos mobilisations peuvent être plus vives. Parce que là, on a quand même connu une certaine apathie avec la pandémie et les années qui ont suivi et il faut absolument lutter contre le découragement, là. C'est Je exact. pense que d'abord et avant tout, de lutter contre le découragement, de se donner les espaces pour alimenter des relations sociales qui sont mobilisatrices, parce qu'il n'y a aucun, les droits dont on parle depuis tout à l'heure sont tous le fruit de luttes sociales. Les droits ne sont pas offerts, offerts généreusement par les gouvernements. De tout temps, qu'on parle des droits des Noirs aux États-Unis, qu'on parle des droits des femmes, qu'on parle des droits des personnes en situation de handicap, ce sont les fruits de mouvements sociaux et de luttes sociales qui ont réussi à aller arracher au gouvernement la reconnaissance du droit à l'égalité et d'une panoplie d'autres droits, d'enchasser ces droits-là dans des lois concrètes. Donc, comme c'est toujours le fruit de mobilisation sociale, la seule baguette magique que je peux proposer en ce moment, c'est qu'on ne prenne rien pour acquis puis qu'on continue de se battre pour la reconnaissance des droits de tout le monde. Mais d'après vous, est-ce que les droits des personnes handicapées, est-ce que les droits des personnes vulnérables sont vraiment protégés? Nous, on a fait notre devoir. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années,
au 60e anniversaire de l'UNESCO, on a nolisé un avion. On est allé donner des concerts à Paris et à Lyon, et même à l'UNESCO même, pour une charte relative aux droits et la dignité des personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Et là, on la met en pratique ici en vue d'une situation, la vulnérabilité touche vraiment la majorité des pays du Sud et même du Nord, même aujourd'hui. Mais que faut-il faire? Quel droit faut-il utiliser? Parce qu'il passe toujours en dernier quand les massacres commencent. Ça veut dire qu'ils vont mourir en premier. Il n'y a personne qui va les protéger, ces personnes. Et c'est le rôle des organismes comme vous d'aller de l'avant et se disperser partout. C'est le rôle essentiel, c'est la défense légitime des personnes valides comme vous, comme nous, comme les autres, pour protéger ces personnes vulnérables et qui n'ont rien ou presque pour l'équilibre de l'humanité. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus, là? C'est les autres qui payent la note. Ben, écoutez, quelques éléments de réponse. Vous avez demandé plus tôt dans votre question dans quel état sont les droits des personnes en situation de handicap. Donc, j'avais envie de revenir sur le fait que le Canada a été examiné par le comité qui est chargé de l'application de la Convention sur les droits des personnes handicapées et que le constat est clair à l'effet qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, même si c'est un motif de discrimination qui a été reconnu, qui est interdit au Canada, au Québec, il reste que dans les faits, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans les Mm. pratiques que les organisations mettent en place, les employeurs, dans le droit à l'éducation, la façon dont certains élèves en ce moment au Québec sont exclus du système d'éducation, dans les mesures d'accessibilité universelle. On pourrait aborder tous ces sujets-là de façon un peu plus approfondie, mais il reste que le portrait d'ensemble, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Ce qu'on observe aussi en droit international, donc on a beaucoup de travaux récents qui constatent que des phénomènes de crise majeure, comme par exemple la pandémie qu'on a eue récemment, ou la détérioration du climat, souvent les impacts négatifs que ça va avoir vont aller affecter en tout premier lieu les personnes les plus vulnérables et parmi celles-ci, les personnes en situation de handicap. Donc, ça a été déjà observé, ça va être aussi le cas ici, peut-être que c'est déjà le cas ici d'ailleurs, mais ça a été observé à l'échelle mondiale que les personnes en situation de handicap sont effectivement parmi les plus vulnérables et donc les premières affectées par une série de crises. Donc, dans ce contexte-là, euh, c'est un renforcement des outils de protection des droits qui s'imposent. Donc, j'en reviens à la nécessité de se mobiliser puis continuer de revendiquer. On a des gouvernements actuellement qui ont différents types de priorités, rarement axés sur les personnes les plus vulnérables de la société. Ouais. Donc, est-ce que Dites-moi. ça répond à votre question? Oui, oui, très bien répondu, mais maintenant je vais rentrer dans la cour de la Ligue de droits et de liberté. Je vais rentrer chez vous. Je vais aller chercher le maximum ce que vous aurez à nous dire pour éclaircir la pensée humaine, même dans nos sociétés. Je sais que la mission de la Ligue des droits et libertés est très noble. C'est sa définition pour moi quand on parle des sujets dont l'humanité a besoin de mettre ça en pratique. Donc, vous cherchez à promouvoir inévitablement les droits humains en appuyant une universalité inclusive. Vous parlez toujours des personnes handicapées et plus personnelle et surtout dans les sociétés à travers le monde, pas seulement chez nous. Maintenant, quand vous cherchez à donner d'une sorte une voix aux sans-voix, voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre mission, de vos objectifs, de ce qui se passe, des résultats que vous avez réussi à obtenir dans vos multiples missions et chez nous, je vous écoute. En fait, depuis la création de la Ligue en 1963, le contexte a changé, évolué énormément, bien entendu. Donc, si on se rapporte aux années initiales de la Ligue, on était dans un Québec où il y avait pas une charte des droits et libertés de la personne, il n'y avait pas une commission des droits de la personne, tout ça n'existait pas. Et on se trouvait au cœur d'une mouvance internationale euh, qui était en fait d'avancer vers un meilleur respect des droits humains. Donc, depuis 1945, cette mouvance internationale engendrait aussi dans la majorité des pays du monde
la création d'organisations de défense des droits humains, que ce soit des organes nationaux qui ont vu le jour comme la Commission des droits de la personne, qui sont comme para-étatiques, ou des organisations complètement autonomes et indépendantes comme la Ligue des droits et libertés, qui à l'époque s'appelait la Ligue des droits de l'homme, mais qui a changé de nom par la suite. Donc, c'est vraiment la mouvance dans laquelle ça s'inscrivait d'aller chercher des outils de reconnaissance des droits, tant à l'international que, au niveau plus local. Donc, la Ligue, à l'époque, a contribué, par exemple, participé aux travaux qui ont donné naissance à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et Oui, aussi à la Commission des droits de la personne. Donc, ça, c'était ce que la Ligue faisait dans les années 60. Ensuite, on a traversé, comme vous savez, des décennies d'existence marquées par le développement de plusieurs de nos réseaux publics d'éducation, de santé, euh, et pour ensuite entrer dans une phase plus d'austérité néolibérale qui culmine en ce moment, je dirais, encore une fois, une époque un peu particulière pour la Ligue parce que c'est carrément le cadre de référence des droits humains en ce moment qui est remis en question par plusieurs gouvernements du monde. Donc, des rapporteurs onusiens qui sont même pas pris en compte, qui sont pas pris au sérieux. Même chose pour des comités, par exemple, dont les conclusions peinent à être écoutées, des comités à l'international. Donc, on est vraiment dans un moment charnière, je pense, pour les droits humains. Et dans ce contexte-là, la Ligue, en fait, travaille surtout au niveau québécois et parfois canadien, parce que, bon, parfois les législations fédérales ont des impacts sur les enjeux de droits humains au Québec. oui. Parfois aussi au niveau municipal, mais principalement, on travaille sur le territoire du soi-disant Québec pour faire avancer les droits humains et pour, bon, à la fois les promouvoir et à la fois les revendiquer dans une arène plus politique. Donc, ces deux objectifs vont toujours de pair. On a besoin à la fois de faire des pressions politiques, mais en même temps d'éduquer le grand public à pourquoi c'est important et que puisque tout le monde doit pouvoir s'emparer de ce langage des droits humains et des libertés civiles. Donc, c'est un peu notre objectif dans ce contexte très particulier de rappeler toujours que ça devrait être la boussole qui nous guide, ce cadre de droits humains à une époque où les reculs se font sentir de toutes parts. Madame Guénette, étant donné que nous vivons dans une société industrialisée, dans une société de droit, serait-il possible de me parler de vos relations avec les autorités qui ont le pouvoir de gérer notre destin? Et qu'en pensez-vous de ce qui se passe chez nous, à partir de chez nous, avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs? On vous écoute. Ce que je pense de nos relations, écoutez, la Ligue est une organisation complètement non partisane, pour commencer. Donc, peu importe quel parti politique prend le pouvoir, nous, ce qu'on fait, c'est sur un pied d'égalité entre tout parti politique, je dirais, de vraiment observer c'est quoi les obligations des États par rapport aux droits et libertés et de dénoncer quand les États ne prennent pas leurs responsabilités. Donc, c'est sûr qu'on a une relation très critique par rapport au gouvernement. Je mentionnais tantôt, ça peut se situer aux trois paliers, donc municipal, provincial ou fédéral, selon les dossiers sur lesquels on travaille. Et en fait, peut-être j'en profiterai pour rappeler que en droits humains, en fait, les gouvernements, les personnes qui prennent le pouvoir ont trois types d'obligations par rapport aux droits. Donc, la première obligation, c'est de respecter. Donc, que le gouvernement lui-même Oui. s'abstienne de bafouer les droits de ses citoyens et citoyennes, par exemple. Mm, mm. La seconde obligation, c'est de protéger contre les droits qui pourraient être bafoués par d'autres personnes. Comme par exemple, là, quand on parle d'employabilité des personnes en situation de handicap, ben, c'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer que des employeurs ne vont pas discriminer des personnes à l'embauche à cause de leur handicap, par exemple. Donc, c'est la responsabilité de respecter, premièrement, de protéger contre des violations de droits par autrui. Et la troisième responsabilité, c'est la mise en œuvre. Donc, mettre en œuvre les droits, ça signifie souvent de mettre en place les infrastructures nécessaires pour que les personnes puissent exercer pleinement leurs droits. Ça signifie aussi souvent des politiques publiques qui vont contribuer à ce que les personnes puissent exercer leurs droits ou encore de s'impliquer activement pour contrer la stigmatisation des personnes concernées. Donc, dans la façon dont le gouvernement parle, là, on parle des personnes en situation de handicap, mais ça s'applique à d'autres dossiers sur lesquels on travaille à la Ligue. Donc, je voudrais que
dans notre relation avec les personnes qui détiennent le pouvoir, les élus, on est vraiment dans ces trois types d'obligations en train d'être un peu les empêcheurs de tourner en rond qui vont constamment rappeler ces obligations, ces responsabilités qu'ont les gouvernements par rapport aux droits et libertés de toutes les personnes dans la population. Vous savez, c'est un sujet très important. Je sais, dans notre société, il y a deux faces. Il y a aujourd'hui même des professeurs, des chargés de cours à l'université pour protéger les droits des animaux. Mais nous, j'ai appris dernièrement que parfois il y a un pourcentage, même j'ai appris ça au niveau de la partie cérébrale, que j'ai dit, ah, on est connu d'ailleurs, j'ai demandé ça à un de mes vice-présidents. J'ai dit, nous sommes les grands renaissants, le peuple le plus reconnaissant pour les animaux et pour les droits aussi, surtout des personnes handicapées. Nous sommes les maîtres d'œuvre avec tout ce qu'on donne. Il m'a dit, il ne faut pas se tromper. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, ici, 50 à 60%, on peut passer, les gens vont jeter un coup d'œil, ils vont nous regarder. Mais les autres, j'ai dit, Paul, mais tu es connu partout, ici tout le monde te connaît. Il m'a dit, je suis une personne. Mais sur le plan sociétal, on est refusé presque de 40%. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est ça ce qu'on vit au Québec, d'après vous? Je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est que l'existence du capacitisme ne fait aucun doute, à notre avis. Donc, le capacitisme comme système d'ensemble et qui a tendance à invisibiliser les personnes en situation de handicap. Donc, ça ne m'étonne pas tellement ce commentaire de euh, on n'est même pas regardé. Donc, c'est invisibilisé de plusieurs façons, dans l'espace public, dans la participation politique. Euh, c'est vrai qu'il y a cet enjeu d'être décrédibilisé, invisibilisé, marginalisé de différentes Voilà, façons. exactement ça. Et je relisais, pour me préparer à notre discussion, je relisais un excellent texte que Christian Nadeau, militant de la Ligue, avait écrit dans cette revue. Ah, bon, j'ai flouté mon écran, mais c'est Droit et handicap, Oui, qui expliquait, en fait, qui expliquait comment le capacitisme comme phénomène de société ou comme rapport d'oppression qui s'instaure dans la société, en fait, c'est le capacitisme crée le handicap. Dans une autre perspective, euh, ce serait simplement l'inclusion de toutes les personnes qui serait comme la règle par défaut. Mais oui. cette conception capacitiste teinte un peu tous les rapports sociaux qui s'effectuent. Ça teinte aussi les lois, les politiques publiques qui sont en place. Ça teinte les réactions des gens devant des revendications, ça teinte les décisions du gouvernement quand il décide de couper dans certains services puis que ça impacte directement les personnes en situation de handicap. Donc, on est dans à la fois un phénomène social qui a des impacts très, très concrets, mais en même temps, c'est un concept très porteur pour réussir à comprendre pourquoi ce phénomène d'invisibilisation Mm. arrive à se concrétiser, en fait. Mm, mm. Même j'ajouterais, Madame Guénette, vous avez parlé de la marginalisation, de la violence, tout ça. J'ajouterais surtout la discrimination auprès des personnes handicapées. Avez-vous déjà déposé un plan d'action en revendiquant légitimement auprès des autorités et crier pour qu'ils puissent créer un changement essentiel pour le respect des droits humains et surtout pour la dignité humaine? C'est ça ce qu'il faut faire pour changer les choses dans une société, même une société civilisée comme la nôtre, là. C'est important. Avez-vous déjà déposé des plans d'action auprès des autorités pour un changement quelconque? Mais c'est pas vraiment on dépose pas de plan d'action Ah, en tant que tel. Par contre, la Commission des droits de la personne, depuis que le handicap est reconnu comme un motif de discrimination absolument interdit, oui, la Commission des droits et libertés fait beaucoup par rapport à ce genre d'enjeu-là et interpelle le gouvernement avec des mesures de solutions concrètes. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de leur dernier rapport qui est paru en mai 2025, qui porte en fait sur la discrimination dont font l'objet les personnes en situation de handicap auprès des employeurs. Donc ça, c'est malgré toutes les lois sont en place, interdisent déjà ce type de discrimination. Là où il faut agir, et ça, c'est à la Ligue de le faire, c'est à la Commission des droits, c'est à tous les acteurs de la société de le faire, c'est dans un changement des pratiques et aussi dans la reddition de comptes.
si on a des lois en place, ou si, par exemple, le Canada s'applaudit d'avoir adhéré à la pardon, à la Convention internationale sur les droits des personnes Mm, handicapées, mm. mais qu'il n'y a aucune reddition de compte et que dans les faits, il n'y a pas de conséquences après quand on constate que ben, on a encore reculé en matière d'accessibilité ou on a encore. Tu sais, il y a comme un enjeu entre les engagements formels que les États prennent et ensuite ce qui est vraiment mis en pratique sur le terrain, donc qui exige vraiment des luttes constantes. Et nous, à la Ligue, c'est pas vraiment de déposer des plans d'action, c'est pas le rôle qu'on a auprès des gouvernements. Mais par contre, quand il y a différents types de processus consultatifs, on est souvent de la partie, donc que ce soit pour commenter des projets de loi, ce genre de choses. Dans les récentes années, on est plus impliqué au niveau de la santé mentale. Donc, de faire cesser en fait des pratiques et des lois qui bafouent les droits des personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale, qu'on pourrait aussi qualifier de handicap psychosocial, là, en vertu de certaines définitions qui sont utilisées à l'international. Donc, on est actif à ce niveau-là. Dans ce genre de cas-là, on va soumettre des mémoires, des analyses, toujours avec la perspective des droits humains. C'est notre façon d'aller éclairer un peu à la fois le public et les élus par rapport à ce qui devrait être mis en place. On va rester dans ce sujet parce qu'il est vraiment un sujet phare dans cette émission que j'apprécie beaucoup vos réponses, je ne vous le cache pas. Si on parle des droits et libertés, techniquement protègent la dignité humaine. Ça, c'est essentiel pour chaque individu qui croit en la démocratie. Et donc, ils permettent aux individus d'ailleurs et aux organismes en même temps de participer activement à la vie politique et sociale en même temps. Pensez-vous que la majorité de nos règlements, on va parler politique maintenant, mais la politique active et respectueuse, là, que la majorité de nos règlements respectent la démocratie, que ce soit dans le domaine politique ou dans d'autres domaines? Je vais prendre un petit exemple réel et avoir votre réponse à ça. Est-ce que la majorité, quand on réclame un droit de veto dans un mouvement ou dans une ville ou quoi que ce soit, cette majorité est différente d'une ville à l'autre, là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une ville, elle décide un règlement, elle le conjugue à sa manière. Est-ce que le vote pour vous, dans un pays civilisé, est-ce que c'est un vote 50 plus 1 qui est égal ou c'est un vote aléatoire? Hmm. Je vous écoute. Écoutez, la Ligue n'a pas vraiment de position précise sur vote, quel résultat de vote est exigible. Puis je pense que ça dépend aussi de quel type de décision qui est en train d'être prise, là. On n'a pas de position spécifique que je peux vous transmettre aujourd'hui à dire, ah, pour nous, c'est la majorité qualifiée qui est valide. J'en sais rien. Par contre, ce que je peux vous dire et qu'on constate dans, franchement, la totalité des dossiers sur lesquels on travaille, ces années-ci, c'est un déficit de démocratie important, majeur, en fait. Voilà, voilà, Donc, peut-être évidemment, dans la représentativité des élus qui sont en place, en ce sens où quelle proportion réelle de la population a voté en faveur de tel ou tel élu. Après, dans l'absence de reddition de compte de ces élus-là, on nous dit toujours, ah, ben oui, la reddition de compte pour les élus, ça sera d'être réélus ou pas à la fin de leur mandat. Mais c'est largement insuffisant pour se protéger collectivement contre les dérives potentielles. Donc, il y a un enjeu de reddition de compte. Il y a un enjeu de consultation. On remarque ces années-ci que nous, par exemple, quand il y a des projets de loi, souvent, on va participer aux consultations. On va aller à l'Assemblée nationale, on va amener nos soucis, nos perspectives depuis un regard de droits humains sur le projet de loi qui est sur la table. Par contre, euh, il y a beaucoup de choses très importantes qui sont modifiées par voie de règlement. Donc, quand un règlement est modifié, il n'y en a pas de consultation, il n'y a pas de processus démocratique qui permet que les personnes, les acteurs de la société civile puissent aller euh, prendre connaissance du projet de modification réglementaire et vraiment le commenter, à moins de vraiment faire un tollé dans l'espace médiatique. Il y a tout ça, toute cette panoplie de choses qui se passent par voie de règlement échappe complètement à tout contrôle collectif démocratique. Ensuite,
au niveau des projets de loi, je sais, c'est accablant comme constat, mais au niveau des projets de loi, on remarque aussi une accélération des processus. Donc, par exemple, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, en 2023 puis 2024 également, de travailler sur certains enjeux, comme par exemple, il y a une réforme de la loi sur la police et la Ligue travaille très activement sur les cas de brutalité policière et l'impunité policière. Le projet de loi est déposé. Quelques jours après, on reçoit un courriel qui nous invite aux consultations pour s'exprimer sur le projet de loi. Et 10 jours ouvrables après, on est à Québec avec un mémoire. C'est le temps, là. Si on veut avoir un mémoire écrit, c'est là que ça se passe et une allocution. Donc, c'est cette marge de temps dont disposent les acteurs de la société civile, que ce soit des groupes communautaires, des syndicats, des groupes de défense des droits, euh, c'est vraiment plus court qu'avant, c'est vraiment plus accéléré. Donc, ça empêche beaucoup de gens, dans les faits, ça empêche beaucoup de gens de participer pleinement au processus. Et je vous donne un dernier exemple qui ne sera pas sans intéresser beaucoup de gens, le projet de loi 15 sur la santé et les services sociaux récemment, donc qui a été adopté, si je ne me trompe pas, au début 2024. Ce projet de loi-là, a fait l'objet de consultations sur quelques semaines également, mais il comportait 1200 articles. Et même les partis d'opposition avaient du mal, en fait, à l'étudier et comprendre l'implication de chacun de ces articles-là en temps utile pour faire leurs travaux de débattre avec le parti au pouvoir et de s'assurer qu'on n'allait pas faire des grosses gaffes à travers un projet de loi immense. Donc, par rapport au vote en particulier, j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que le déficit démocratique est généralisé. Il se révèle aussi au niveau que en- dans les droits humains, c'est le cas de la Convention des droits sur les personnes handicapées et tous les outils qui nous parlent du droit à la santé, par exemple, à l'international, insiste toujours sur le fait que les personnes directement concernées doivent faire partie de la discussion pour chercher les solutions, pour mettre en place les politiques publiques, doivent être vraiment pleinement consultées. Et pas juste consultées et ensuite on ignore les résultats, mais consultées et ensuite ce qu'ont eu à dire les personnes concernées va avoir réellement voix au chapitre puis avoir une influence sur la décision politique qui va être prise ultimement. Donc, à ce niveau-là aussi, on est vraiment dans un déficit majeur. Il n'y a vraiment pas le réflexe encore de consulter pleinement les personnes concernées, qu'on parle de personnes en situation de handicap ou de d'autres parties de la population. C'est excellent et vous allez voir, d'ailleurs en terminant, c'est le temps qui nous pousse pour terminer cette belle émission. On n'a plus de lignes rouges à ce niveau au niveau des personnes handicapées. On a même dépassé ces lignes rouges. Vous allez voir, je vais avoir votre opinion à ce sujet-là parce qu'il est essentiel d'évaluer les risques et les besoins des personnes handicapées et surtout des personnes vulnérables pour déterminer les mesures des protections appropriées. Mais un financement adéquat non seulement pour les personnes vivant avec un handicap ou en situation de handicap, mais surtout aux parents qui consacrent leur vie au service de leurs enfants. Vous ne pensez pas que les parents qui vivent pauvrement en général, je parle au niveau de l'appareil cérébral, n'ont pas le droit de recevoir un soutien financier adéquat pour les aider à seulement de prendre soin de leurs enfants, mais pour vivre dignement dans leurs défis quotidiens. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une réalité pour vous de nous donner votre point de vue? C'est un droit. On a le droit de respecter aussi la dignité des parents qui passent leur vie maintenant, qui consacrent leur vie jour après Mhm. jour à leurs enfants. Je vous écoute. Mais oui, complètement. Mais complètement, les parents devraient être soutenus eux aussi. Ça me rappelle, en fait, les travaux on a la section de Québec de la Ligue des droits et libertés qui travaille beaucoup sur les bris de scolarisation des élèves HDAA, donc avec hyperactivité, des déficits, pardon, difficultés d'apprentissage et d'adaptation. Mhm. Et en fait, non seulement ces bris de scolarisation affectent directement les droits des enfants, donc le droit à l'égalité et le droit à l'éducation, mais Exact. par la bande, en fait, c'est souvent les parents et le plus souvent les femmes, les mamans, qui se retrouvent à prendre soin de ces enfants-là et
à perdre leur emploi, donc à avoir une baisse de leur niveau de vie. Donc, pour les parents, de la façon dont vous me parlez de cette situation, on parle directement, à mon avis, du droit à un niveau de vie suffisant. Et donc, aussi, on parle aussi d'un projet de société où collectivement, c'est pas le fardeau individuel d'une personne que d'assumer la situation dans laquelle elle est. Ça devrait être collectivement, c'est le filet social qu'on s'est évertué à construire depuis des décennies et qui est en train de s'étioler en ce moment. Fait que oui, pour moi, ça a tout à fait rapport avec les droits et la dignité humaine, tant pour les parents que pour les personnes concernées. Madame Guénette, je vous remercie chaleureusement pour votre participation inspirante dans cette émission spéciale de Téléhandicap. Même aussi, je vous souhaite de garder cette résilience vivante en vous, dans vos actions, pour continuer à donner de cette manière qu'on se réalise le maximum pour ces personnes qui cherchent à vivre dignement pour un meilleur lendemain. Et je vous remercie. Mais merci à vous, Monsieur Coury, merci de l'invitation. À vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre assiduité et ce n'est que nos revoirs pour une prochaine émission. Merci.